Bonjour, je m'appelle Olivier Mathieu, je suis maître de conférence praticien hospitalier. Je m'occupe du dosage des médicaments et des toxiques à l'hôpital. Et dans la partie universitaire, j'ai la chance de proposer un enseignement aux étudiants en médecine, en maïeutique, au Jardin des Plantes de Montpellier pour mettre avec des objectifs médicaux, remettre en circulation la connaissance du Jardin des Plantes. Et aujourd'hui, on va parler justement de systématique et comment un toxicologue peut voir cette systématique sous un angle un peu original. Merci pour cette invitation. Alors effectivement, lorsque vous m'avez proposé le sujet, je cherchais un point de convergence et j'ai compris que c'était la thématique générale entre mon métier, mon expérience professionnelle, mon intérêt aussi, il faut le dire, pour les plantes et donc vous, la botanique. Donc c'est un sujet qui est un peu distrayant, hein. Ce n'est pas des hauts niveaux de taxonomie, loin de là, que je vais vous présenter, mais en tout cas, de façon un peu plus sérieuse, une question qui me revient assez souvent lorsque l'on a, et peut-être vous l'avez vu dans des toxilistes. La toxiliste, c'est une liste de diffusion par mail que les centres antipoison envoient à des collaborateurs botanistes pour l'identification de plantes lorsqu'il y a des situations de suspicion d'intoxication. Et finalement, je suis assez surpris que certaines questions reviennent assez souvent, comme s'il y avait une sorte de manque sur l'analyse. Et notamment, on parlait tout à l'heure des rosades, les cynorhodons sont très mal connus. Le fruit du cynorhodon semble poser beaucoup de questions, ce qui montre qu'il y a quand même un degré de connaissance qui s'étiole un petit peu. Alors, quelques précautions d'usage, notamment la deuxième phrase qui précise bien que je ne suis pas botaniste chevronné. Et donc, on va commencer avec, bien sûr, quand on parle de classification, de clés. Et voici les clés que je vous propose. Tout d'abord, lorsqu'il y a une intoxication, une suspicion d'intoxication aux plantes, c'est qu'il y a une attractivité pour consommer la plante. Alors, il y a deux situations en toxicologie. La consommation innocente, l'enfant naïf qui voit une baie qui lui paraît intéressante, goûteuse, et qui va la manger. Et puis, il y a aussi les confusions. Et puis, ceux qui volontairement vont consommer des plantes à des visées, alors, soit récréatives, c'est-à-dire pour un petit peu avoir des effets psychédéliques, soit ceux qui vont vouloir rechercher une situation d'intoxication volontaire, un suicide. Deuxième clé, c'est donc la piste diagnostique. Ce sont les propriétés toxiques qui peuvent être associées à la prise du poison végétal. Et c'est ce qu'on appelle le toxidrome. Le toxidrome, c'est l'ensemble des signes cliniques qui vont décrire, qui sont propres à un type d'intoxication. Je vais y revenir avec des exemples. Et vous voyez qu'effectivement, c'est plutôt la symptomatologie digestive qui commence. Et puis, je vous parlerai aussi d'une approche analytique, pas tant pour parler de ce que je fais au laboratoire, mais pour montrer qu'on peut faire des ponts assez surprenants entre différentes familles sur le plan analytique. Donc, je vais vous expliquer tout ceci. On va commencer par l'attractivité avec quelques images que vous allez rapidement identifier. Donc forcément, l'attractivité, c'est souvent la baie gluisante, rouge, noire, ou la drupe, le faux fruit. L'exemple premier, Atropa belladonna, qui est une plante, une baie hautement toxique. Quelques baies, 5 baies peuvent tuer potentiellement un enfant. Baies qui, j'ai encore eu l'occasion d'en tester une, comme ça, dans un jardin des plantes qui n'est pas à Montpellier, parce qu'elles sont bien isolées. Une belladone où j'ai pu goûter le fruit et bien constater qu'il était tout à fait appétissant et tout à fait savoureux. Bon, j'ai bien entendu recracher, mais on comprend tout à fait la volonté, l'intérêt qu'on peut avoir à prendre ce type de baie. Je cite aussi Sambucus edulis. Là, on est plutôt sur la question d'une confusion, quelqu'un qui croit ramasser du sureau noir et qui va avoir des troubles digestifs avec le lièble. Un peu contre-exemple, il y a des baies ou des drupes qui sont attirantes, mais qui pourtant ne vont pas constituer une grosse prise de produits, enfin de plantes, de fruits. Je prends l'exemple donc du cornouiller, ce qu'on prend pour des cerises d'automne. Ces cornouilles sont rarement très juteuses et en tout cas rarement très sucrées. Donc certes, c'est comestible, mais pour autant, c'est pas pour autant que les personnes vont le consommer. Et puis donc pour rester dans un groupe botanique, Cornus mas, cornouille, Cornus sanguinéa, qui lui donne des fruits qui sont à toxicité digestive. Et puis, bon, bien sûr, il y a des confusions. On se demande, mais comment peut-on confondre ces deux fruits Par contre, il y a des fois, on peut comprendre vraiment qu'il y a une confusion. Vous avez le fraisier et la fraise, et le fraisier des Indes à droite, c'est la famille des rosacées, c'est superposé. On peut comprendre qu'on ait envie de consommer les deux. Et puis même, si vous avez goûté ce fraisier des Indes, il est vraiment pas bon. Mais comme c'est une fraise, on pense manger des fraises, ben on va manger des fraises. Ah, j'ai trouvé des fraises, alors je mange les fraises. Bon, la symptomatologie digestive, elle n'est pas bien grave, mais elle peut quand même donner des troubles digestifs, notamment chez les sujets qui sont un peu fragiles.
fragiles. Alors bien sûr, autre activité, c'est les feuilles. Les feuilles d'arôme, vous savez que lorsqu'on mâche les feuilles d'arôme, il y a des raffies d'oxyde de calcium qui vont se planter dans les muqueuses et donner des œdèmes locaux, des brûlures. On peut confondre, certaines personnes confondent donc l'arôme avec les épinards. Et bon, ça reste local, pas bien méchant. Plus ennuyeux, c'est des intoxications. Et donc il y a des gens, j'ai vu d'Alsace, des personnes qui vont vouloir consommer de l'ail des ours et en fait vont se tromper. Alors avec le muguet, c'est pas très grave, mais en tout cas, ils peuvent se tromper avec la colchique. Et là, la colchicine est un poison extrêmement violent et ça peut donner des tableaux cliniques extrêmement importants. Alors ce qui est curieux là aussi, c'est que les personnes vont manger de l'ail d'ours pour avoir le goût savoureux de l'ail, mais ils vont manger une plante qui n'a pas le goût de l'ail, mais ça ne va pas pour autant les empêcher de les consommer. Ça reste toujours un peu un mystère, ces aspects-là. L'attractivité, c'est aussi la grande mode il y a 10-15 ans, surtout dans la région, ça a été les salades sauvages. On va ramasser les salades sauvages et puis parfois sur cette fameuse phytoliste, on se rend compte que croyant ramasser une salade, alors pas forcément la laitue, mais du pissenlit, ou en tout cas pensent qu'ils ont trouvé une très belle laitue en la matière de la digitale. Vous pensez bien, c'est quand même difficile à mâcher, mais quand même quand on en mange, on risque d'avoir des problèmes cardiaques. Donc vous voyez, c'est confusion. Ce qui est assez intéressant, c'est le persil qui est juste en dessous. Les personnes se disent, tiens, je vais prendre du persil. Pour le coup, ne trouvent pas le goût du persil et se disent, mince, j'ai pris de la ciguë. Donc, beaucoup d'alertes sur des personnes qui pensent avoir mangé de la ciguë. Alors, des fois, c'est la petite ciguë qui peut avoir une certaine toxicité, mais ça reste rarement des intoxications problématiques. Alors on quitte les confusions pour aller sur la partie droite, sur la partie des intoxications volontaires. Alors, je vais vous citer l'exemple du laurier rose, où donc des personnes ont trouvé qu'il était possible d'en finir lorsque l'on va manger ces feuilles. Et j'ai un cas personnel où une personne est décédée et à l'autopsie, en ouvrant l'estomac, il a été constaté des découpages très minutieux de petites feuilles de ce laurier rose, à peu près la taille d'un ongle, qui avaient été mangées. On les voyait très nettes au niveau du contenu gastrique. Alors, forcément, si c'est un contenu gastrique, c'est que ça n'a pas été résorbé et la personne avait pris des benzodiazépines, enfin différentes toxiques par ailleurs, pour être certain d'aboutir à l'objectif recherché. Et puis je parlais de système de consommation récréative. Eh bien, c'est le datura. Certaines personnes fument le datura pour avoir des distorsions de l'espace et du temps, donc des effets un petit peu, voilà, ce qu'on appelle récréatifs. Donc là aussi, on a des intoxications où des patients viennent aux urgences et sont complètement excités ou alors complètement apeurés, paranoïaques, et ça va durer le temps de l'élimination des produits. On aura l'occasion d'y revenir. Beaucoup plus dramatique, et j'ai connu 2 cas d'intoxication avec l'aconite, vraiment sans doute la reine des plantes toxiques en France. Aconite qui avait été confondu avec le coscoï, je ne parle pas très bien le dialecte pyrénéen, ou le couscouille, comme vous voulez. En tout cas, une ranunculacée, l'aconite, qui a été ramassée pour faire une salade de feuilles à la place donc, de ce coscoï, qui est un apiacé. Et donc, ça a conduit à des décès. L'aconite peut aussi, par la consommation du tubercule, vous savez, aconite napellus, ces petits navets, on peut confondre avec les brassicacées, ramasser des navets qui en sont en fait en opération commando de survie, qui sont des tubercules d'aconite, et donc avec des tableaux cliniques extrêmement graves. Concernant la deuxième clé d'identification, donc ce fameux toxidrome. Donc il y a un toxidrome qui est très commun d'un point de vue sémiologie médicale. C'est le tableau qui associe des nausées, des vomissements, mydriase, c'est-à-dire plein phare au niveau des yeux, une tachycardie, une sécheresse des muqueuses, des troubles de l'accommodation visuelle liés à cette mydriase, une agitation psychomotrice, des délires, hallucinations, l'impression qu'on veut du mal à l'individu. Et ça, c'est un grand groupe qu'on appelle le syndrome atropinique, anticholinergique. Et il y a un certain nombre de sources d'intoxication possibles. Donc, bien sûr, dans le domaine végétal, on va retrouver la famille très homogène des Solanacées. Et là, c'est un groupe très homogène, une belle superposition de la classification botanique avec la classification toxicologique. Mais on va aussi dans des règnes plus éloignés, dans le règne des fongiques, où l'amanite panthère, l'amanite tumouche peuvent donner lieu à ce type d'intoxication. Et puis, bien sûr, intoxication qui peut être superposée avec des intoxications qui contiennent des dérivés atropiniques, l'atropine, mais aussi des médicaments anti-parkinsoniens à base d'atropine, enfin de dérivés atropiniques, et qui donnent lieu à un mésusage, donc des personnes qui vont volontairement détourner des médicaments anti-parkinsoniens pour avoir ces effets, donc je vais appeler ça récréatifs.
Alors, les atropiniques végétaux, c'est vraiment principalement ce grand groupe botanique des Solanacées, où on va retrouver, d'un point de vue principe actif, l'hyoscyamine, la scopolamine et l'atropine. Donc, vous reconnaissez bien sûr les capsules de Datura, la baie de belladone dont j'ai parlé au début, le côté très attractif. Et puis, bon, des intoxications qui sont moins fréquentes avec la jusquiame, qui quand même est beaucoup moins attractive d'un point de vue végétatif. Je vous représente, pour ceux qui ne connaissent pas, mais j'en doute, ces confusions qu'il peut y avoir entre l'amanite panthère et l'amanite rougissante, qu'on appelle aussi la golmotte, qui donc, en haut, c'est l'espèce toxique, en bas, l'espèce qu'on pense consommer lorsqu'on les récolte. L'amanite tumouche et l'oronge, l'amanite des Césars, qui, donc, là, c'est vraiment... on dirait vraiment, mais comment peut-on se tromper? Il y a des formes, vous savez, après un peu de lessivage, on peut avoir des amanites tumouches qui sont plutôt oranges. Et donc là, le principe actif va être un composé, l'acide iboténique, transformé en mucimol, qui va donner vraiment une activité nerveuse centrale tout à fait atropinique. Autre toxidrome, vous reconnaissez sans doute la mort de Socrate, toxidrome qui va commencer par des céphalées, par des troubles ensuite de la sensitivité, des troubles neuromusculaires, qui va aboutir jusqu'à la paralysie respiratoire. Donc Socrate, on pense à ciguë. Mais en fait, il y a l'autre composé qu'on a évoqué tout à l'heure, l'autre plante qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est l'aconite, qui va donner à peu près ce même type de toxicité neuromusculaire. Donc deux familles botaniques différentes, mais qui vont converger vers un toxidrome très proche. Alors pour la grande ciguë, Conium maculatum, avec le principe actif coniine, ça sera plutôt des fasciculations, des convulsions, donc plutôt des éléments extrêmement de rigidité au niveau musculaire. Et vous savez qu'on pense que Socrate avait pris à la fois de la ciguë, mais également de l'opium pour supporter cette fasciculation. Et puis l'aconite, ça sera plutôt de la paresthésie, donc des troubles sensitifs au niveau de la bouche, et puis ensuite des extrémités, avec un engourdissement et des dysesthésies, des perceptions de la sensibilité qui vont évoluer vers, en particulier, une toxicologie cardiaque. Donc là, j'ai un cas, et il faut se rappeler aussi qu'on a soit les feuilles, soit les tubercules qui sont toxiques. Donc le cas d'intoxication par l'aconite au niveau des Pyrénées qui m'avait assez marqué, c'est quasiment un petit film d'horreur, puisque un couple de retraités allait récolter ce fameux coscoï dans les Pyrénées, et puis il ramasse, bien sûr, vous avez compris, l'aconite, se trompe, et croise une jeune femme qui se promenait par là, qui dit « Oh là là, mais vous ne connaissez pas la région, vous avez goûté cette spécialité, c'est excellent. » Et donc, je lui ai donné de l'aconite à manger. Donc, ça partait assez mal. Fort heureusement, on a le héros de l'histoire, qui est le garde forestier, qui croise la dame, qui lui dit « Mais qu'est-ce que vous avez ramassé là ?» « On m'a donné ça, c'est du coscoï, c'est très bon à manger. » Il me dit « Mais vous êtes folle, c'est de l'aconite, vous allez y passer. » Aïe, 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 mais j'ai croisé des personnes qui vont, eux, manger cette salade. Bon, voilà, donc ça s'est mal fini pour les personnes âgées. Donc faites attention, il faut toujours penser à ce genre de confusion qu'il peut y avoir quand on donne des conseils aux autres. Il faut savoir être sûr de son coup. Je passe maintenant aux propriétés, en troisième élément de la clé, les propriétés physico-chimiques avec le cyanure. Le cyanure, il y a un certain nombre de composés cyanogènes, vous le savez, donc le laurier cerise, dont on a fait à un moment donné une forme pharmaceutique pour l'antispasmodique, l'eau de laurier cerise, antispasmodique, notamment antiprurigineux, qui donc, vous voyez dans sa formule chimique, il y a un CN, qui est la partie chimique qui va générer l'acide cyanurique, le cyanure, à partir du prulorazoside. Bon, ça, on imagine mal les gens en manger, quoique la baignoire, mais elle est très, très amère. La drupe est assez amère. Plus en plus questionnant, c'est les fameuses confitures à base de noyaux d'abricot, où des fois, vous savez, on casse la drupe pour récupérer l'amande, et l'amande, on la met dans la confiture. Et il y a effectivement des séries de cas. Alors, outre Méditerranée, c'est plutôt donc au Maghreb, où il y a des cultivars qui sont riches en cyanure, et il y a des cas d'enfants qui ont eu des cyanoses, des débuts de cyanose, après avoir consommé 5 à 10 amandes d'abricots. Donc, précaution à avoir, peut-être avec l'évolution notamment climatique, peut-être on va avoir un enrichissement des amandes d'abricots en cyanure. Et puis, bien sûr, l'amande amère qui donne son goût au cyanure et qui est riche en dérivés cyanogènes. Et amygdaline, ça vient bien sûr de l'amande. Alors,
Ce qui est intéressant, c'est que ces composés que je vous cite, amygdaline, prunazine, sont des composés cyanogènes. Et quand on va en toxicologie rechercher les molécules, on ne va pas rechercher le cyanure, on ne va pas rechercher l'amygdaline, mais on va rechercher chez le vivant les conséquences de l'intoxication au cyanure, parce que le cyanure est difficile à mettre en évidence d'un point de vue biologique. On va rechercher les lactates. Donc, petite parenthèse, le cyanure provoque une paralysie de la chaîne respiratoire. Le sujet rentre en anaérobiose et la molécule qui est associée à l'anaérobiose, c'est les lactates. Et quand on a des crampes musculaires, c'est qu'on a fonctionné en anaérobiose et qu'on a accumulé du lactate. Donc, on recherche des lactates lorsqu'on a une intoxication prétendu, par exemple, avec un extrait d'amande amère. En revanche, lorsqu'on est en situation médico-légale, les lactates sont bien sûr surabondants après la mort. Et donc, dans ce cas-là, on va faire des recherches spécifiques des cyanures, ce qui est déjà un peu plus compliqué. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle du cyanure, mais on a une famille botanique tout à fait superposée, c'est les rosacées. Alors, bien sûr, il y a des cyanures dans d'autres espèces, mais en France, c'est principalement les rosacées qui peuvent générer ces dérivés cyanhydriques. Alors là aussi, une petite particularité, à vouloir associer sur la même diapositive la digitale et le laurier rose. On revient sur le laurier rose. Et effectivement, il y a des composés cardiotoxiques qui sont non pas communs, mais qui sont proches structurellement, qui fait que lorsqu'on veut mettre en évidence une intoxication au laurier rose, eh bien, on va utiliser un kit de détection de la digoxine, qui est le principe actif qui est présent dans la digitale. Pourquoi ? Parce qu'on va jouer sur la réaction croisée de l'anticorps qui normalement reconnaît la digoxine, qui est capable partiellement de reconnaître l'oléandrine, le principe actif du laurier rose. Et donc, on peut comme ça dépister une intoxication au laurier rose grâce à cette réaction croisée. Alors, on ne peut pas quantifier, mais en tout cas, on peut dépister. Je reviens, c'est une clé botanique, donc on essaye de passer de façon un peu transversale. Je reviens avec les solanacées et les alcaloïdes tropaniques, et juste pour montrer qu'on a une homogénéité des principes actifs toxiques, et en particulier, c'est l'atropine qui va être présente avec son composé, son isomère optique, l'hyoscyamine. Atropine qui domine un petit peu les intoxications, que ce soit par belladone, que ce soit par datura. Vous voyez les teneurs. Et puis, on a l'autre composé qui est la scopolamine, qui est plutôt présente chez la jusquiame, mais qui est souvent pas le produit le plus détecté lorsque les patients sont hospitalisés pour une prise de datura, par exemple. Et donc là, on va pouvoir suivre l'élimination de ces produits pour ne laisser partir la personne que quand elle aura des taux non détectables dans le sang, au moins, de ces dérivés tropaniques. Petite histoire aussi qui est intéressante, peut-être en avez-vous entendu parler, c'est des situations, alors je vais vous décrire le cas, quelqu'un qui est employé par la SNCF, qui va faire son contrôle de suivi, de maintenance d'être conducteur de la SNCF, et puis qui donc va prendre un petit encas, va faire tranquillement sa visite médicale, et qui, dans la visite médicale, dans certaines entreprises, on demande de faire un dépistage urinaire des stupéfiants. Et cette personne qui était tout à fait sûre d'elle se retrouve avec des opiacés positifs. Opiacés positifs, là, ça commence à être grave pour la pérennité de l'emploi. Donc la personne, logiquement, demande une confirmation et on lui confirme qu'effectivement, cette personne a bien de la morphine, de la codéine, entre autres, dans ses urines. Alors, fort heureusement, la personne fait un lien entre opiacés, opium, pavot, a pensé, bravo, qu'elle avait consommé un sandwich avec du pain, avec des graines d'œillette, des graines de pavot, et dit, mais est-ce que c'est pas ça qui serait que j'ai été positif ? Alors c'est un sujet c'est un peu ancien ce que je vous dis là, mais qui avait passionné un petit peu le milieu la toxicologie il y a quelques années, et finalement, vous voyez, 2020, c'est qu'assez récemment que les choses se sont un petit peu sédimentées, oui. Et maintenant, on a des marqueurs assez spécifiques. Donc, certes, quand quelqu'un consomme du pavot, des graines de pavot, il peut avoir un test positif parce qu'il a bien de la morphine dans les urines. Néanmoins, il va falloir regarder quelle est la cause, quelle est l'origine de cette présence de morphine. Et lorsqu'on a de la consommation de graines de pavot, on doit retrouver un composé traceur qui est la thébaïne, qui n'est pas présente lorsqu'on a consommé un dérivé de latex. Vous savez, l'opium, c'est le latex de la capsule. Donc la thébaïne, si elle est présente dans l'urine, ça laisse penser que c'est bien un consommateur
alimentaire de graines de pavot, alors que lorsqu'elle est absente, ça laisse penser que c'est plutôt un consommateur d'héroïne, par exemple. Et dans ce cas-là, quand on a une suspicion d'opium, on doit retrouver la de la noscapine. L'image a été un peu mangée. On doit retrouver de la noscapine dans l'urine du patient. Donc, pour faire très simple, je suis un peu confus. Thébaïne, graines de pavot, noscapine, en plus de la morphine, égale prise effectivement d'opium. Donc j'en arrive à une resynthèse. Vous savez qu'une classification, il faut toujours qu'il y ait des tableaux dans tous les sens. Donc j'ai retenu ça de la classification. Mes 3 clés, l'attractivité, le toxidrome clinique diagnostique et l'aspect analytique. Donc voilà comment je propose de voir ça. Lorsqu'on a une suspicion d'intoxication avec des baies, des drupes, par exemple de la belladone, ici, je vais regarder mon tableau clinique, c'est le tableau atropinique. Effectivement, je peux avoir la belladone qui le donne, et je vais pouvoir rechercher d'un point de vue analytique, notamment l'atropine. Pour le laurier rose, eh bien, vous avez compris qu'on va avoir une cardiotoxicité qui va être détectable avec un kit de dépistage de la digoxine. Pour la colchicine qui donne un tableau hématologique, eh bien, on va pouvoir rechercher la colchicine. Je suis passé assez vite dessus. Et puis, lorsqu'on aura des intoxications avec du cyanure, par exemple, on aura peut-être un tableau de cyanose, de convulsion, et on pourra mettre en évidence en urgence avec les lactates. Et puis, pour des troubles musculaires, après consommation de feuilles ou de racines, entre guillemets racines, on pourra penser à une intoxication par aconite ou par ciguë, et on recherchera notamment l'aconitine au laboratoire, ce qui est assez facile à faire lorsqu'on est bien équipé. Et donc, qu'est-ce qu'on ressort de ce tableau, finalement, par rapport à la convergence entre la classification toxicologique et la classification botanique? Eh bien, que les solanacées, comme les rosacées, ont vraiment un spectre toxicologique et botanique assez commun, avec donc solanacée acitropanique, syndrome atropinique, et puis rosacée, intoxication au cyanure, et donc intoxication de type éventuellement de convulsion. Voilà, j'espère que ces aspects de toxicologie ont été abordables, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, c'était très clair. Des questions dans la salle, là-bas. Bonjour, Emilien Bouteille. Question, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui s'intoxiquent aux plantes par an? Et qu'est-ce qu'on leur conseille, du coup, quand elles mangent de l'aconite, par exemple? Alors, il y a deux aspects. Les aspects épidémiologiques qui dépendent plutôt des centres antipoison. Donc, il y a des statistiques qui sont faites, alors pas annuellement, mais à peu près tous les 5-10 ans. Donc, les intoxications avec décès derrière restent quand même assez faibles. C'est quelques dizaines de cas par an maximum. Après, les intoxications au sens très large, là, je n'ai pas le chiffre en tête. Et après, que conseiller lorsque quelqu'un mange de la conitine, c'est de filer aux urgences, et si possible, plutôt sur un CHU, il y a une réanimation cardiologique. Une question ici au deuxième rang. Oui. Bon, est-ce qu'il existe une base de données accessible qui fait le point de tout ça, des espèces, du nombre de cas effectivement par période de temps et des conséquences, etc. Parce que moi je m'étais posé la question pour le laurier cerise. J'ai un beau-frère qui est décédé après avoir taillé sa haie de laurier cerise. Alors, je ne pense pas que ça soit suffisant pour expliquer ça, mais je n'ai jamais pu obtenir de réponse. Et alors j'ai une deuxième question, c'est que je continue à me poser la question de la toxicité de Solanum nigrum, la morelle noire, parce que dans tous les pays tropicaux, c'est un légume-feuille très important. Par ailleurs, il y a même des endroits où on fait des confitures avec les fruits, peut-être de certaines variétés. Et on voit écrit partout que la morelle noire est toxique. Donc c'est surprenant et j'ai jamais pu avoir le point sur cette question.
Oui, alors bon, je vais essayer de répondre aux deux. Donc, premièrement, les bases de données, c'est plutôt l'objet d'extraction à l'occasion de thèses d'internes qui font des extractions. La dernière qui a été faite, c'était plutôt sur les champignons au niveau européen. Donc, moi, j'ai pas accès à. Enfin, non, c'est plutôt les centres antipoison. Je ne fais pas partie des centres antipoison qui peuvent faire ce type d'extraction. Et donc, c'est des extractions par période donnée. On n'a pas d'extraction globale sur des longues périodes. Concernant le Solanum nigrum, effectivement, c'est parti de toutes ces plantes dont on dit elles sont toxiques, mais dont les teneurs propres en alcaloïdes ne sont pas très importantes. Donc, tous les cas qui sont avec suspicion d'intoxication au Solanum nigrum qui remontent sur la phytoliste ne sont pas suivis d'hospitalisation majeure. Donc, je pense que lorsqu'on en consomme accidentellement, il n'y a pas de toxicité majeure, peut-être une petite désordre digestif. Après, est-ce que vous me demandez si je recommande de faire des tartes avec la Solanum nigrum? Je ne me permettrai pas de... Je n'ai pas les éléments pour vous conseiller ou de les conseiller. Une question au deuxième rang, voilà. Oui, merci. Serge Risser de Jean Siena. Dans la continuité du premier intervenant par rapport à la toxicité, 2 points. Quelle partie des pharmaciens a la connaissance en fait de... Est-ce que c'est une très grande partie aujourd'hui? Est-ce que c'est pas tant que ça? Et le deuxième point, c'est est-ce qu'en manipulant des échantillons, etc., ça peut causer une légère toxicité ou pas tant que ça? Alors, malheureusement, l'évolution des études et le niveau d'exigence sur des matières cardinales par rapport à l'actualité de santé publique fait que les pharmaciens ont une formation beaucoup moins poussée qu'il y avait quelques dizaines d'années. Donc ça, c'est un premier point. Mais il reste quand même des pharmaciens motivés qui continuent à œuvrer là-dedans. Mais effectivement, vous entrez dans une pharmacie, notamment en ville, vous avez peu de chances d'avoir un pharmacien qui sera comme ça opérationnel pour identifier une plante. Le deuxième aspect, c'était sur le risque de se contaminer en touchant une plante. La plupart des plantes qui ont un toxique qui nécessite de pénétrer dans l'organisme, toxique systémique, il n'y a aucun risque. Et je disais même, on peut goûter une baie de datura et la cracher ensuite, il n'y aura pas de souci. Par contre, c'est un peu différent de la phototoxicité, toxicité de contact, où certaines plantes, on peut penser aux euphorbes en particulier, ou d'autres qui, simplement par contact, vont ensuite, avec une exposition au soleil, donner une réaction cutanée, une phototoxicité. Donc ça, ce sont deux aspects très, très différents. Et pour revenir au cas du laurier cerise en taillant la haie, il est très peu probable que ce sont les vapeurs de cyanure qui aient provoqué le décès. Peut-être que c'est l'effort d'avoir fait ça dans certaines conditions aussi. Voilà. Ici, Eric. Alors concernant ce qu'on peut leur conseiller aux gens qui ont été des intoxications, enfin c'est au moins leur prescrire des cours de botanique remboursés par la Sécurité sociale. Sinon, moi j'avais une question concernant les plantes qui sont données, c'est des plantes qui sont relativement communes. Comment on traite la question des espèces exotiques que les gens peuvent avoir achetées chez le fleuriste? Enfin, comment vous avez du coup l'info là? Alors, j'ai très peu de retours dans mon expérience personnelle. Il y a quelques cas importés. Alors, pour rassurer tout le monde, la prise en charge est toujours symptomatique. La règle cardinale en médecine, c'est la prise en charge symptomatique d'abord. Si on dispose d'un antidote, je pense à la colchicine, on va tenter de l'administrer, mais il y a très peu d'antidotes aux espèces végétales, donc ce sera toujours des supports soit symptomatiques, soit réanimatoires poussés, dans le cas de la conite par exemple. Voilà. Après, à ma connaissance, là aussi, je ne prétends pas avoir la vision complète des centres antipoison. On n'a pas de situation de plantes exotiques extrêmement dangereuses qui ont donné des décès en France. Dernière question, André, au deuxième rang. Il y a les cucurbita qui sont Plus près. Oui. qui sont importés et qui maintenant poussent en France. Oui. Et qui sont, quand elles sont amères, quand on mange les graines, hein, on mange. Je peux préciser donc j'ai pas bien les cucurbita, les courges. Non, les cucurbita, c'est. Et quand on mange des graines et qu'elles sont amères, ou quand on mange une courge qui est amère, il faut absolument pas l'avaler. Il faut la rejeter parce qu'elle contient de la cucurbitine qui est très toxique pour le foie. Voilà. Et donc il y a pas chez nous actuellement, mais dans les pays africains, il peut y avoir des décès qui sont causés par la cucurbitine. Bon, très bien. Alors, elle est une dernière, et puis... question rapide, réponse rapide.
Oui, moi, c'est pas vraiment une question, c'était juste pour répondre à Monsieur Chauvet. Il y a quelques années, j'ai lu dans la littérature, effectivement, qu'il y avait eu un empoisonnement d'une personne en taillant son laurier palme. Il avait taillé toute la journée, ses gants étaient imbibés de jus de sève, et en fait, il s'est donné un coup de sécateur dans la main. Et en fait, il a été hospitalisé. Ils se sont rendus compte qu'il avait une teneur, donc un début d'intoxication par les dérivés au cyanure. Voilà. Et juste une petite parenthèse, j'habite le Poitou. J'ai vu des recettes dans lesquelles on mettait des feuilles de laurier dans le riz au lait pour donner un léger goût d'amande amère. Voilà, une ou deux. Et puis, pour ce qui est des graines de pavot, il y a une clinique de Fasin à Poitiers qui a eu, il y a quelques années, une personne âgée qui s'est présentée pour faire des tests cliniques. Et bon, effectivement, on fait des prises de sang pour voir si les gens n'usent pas de produits. Et c'était exactement le même cas. Donc, la personne ne comprenait pas jusqu'au moment où on a compris que c'était son petit péché mignon d'acheter un pain aux graines de pavot tous les jours. Voilà. Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci de votre accueil.